Sylvie Brunel, bonsoir. Vous êtes géographe, spécialiste des questions de sécurité alimentaire. Vous publiez Plaidoyer pour nos agriculteurs. Il faudra demain nourrir le monde aux éditions Buchet-Chastel. Sylvie Brunel, on a redécouvert ces derniers jours effarés des images de famine dans des pays de l'Afrique subsaharienne, au Soudan, Nigeria. Voilà, ce sont tous les pays qui sont en rouge sur la carte. Sylvie Brunel, vous avez travaillé pour des ONG pendant 20 ans, notamment à Action contre la faim. Et vous étiez sur des zones confrontées à la malnutrition. On a du mal à croire. On va voir des images. Ce sont des images qui se passent aujourd'hui. On pensait que c'était fini la famine. On a du mal à croire qu'on puisse aujourd'hui mourir de faim et on ne comprend même pas ce que ça veut dire chez nous. Qu'est-ce que vous aviez ressenti quand vous étiez sur ces zones? Alors, quand vous travaillez dans l'humanitaire, vous intervenez dans des situations d'extrême précarité de populations qui souffrent de la faim parce qu'elles ne produisent pas assez pour se nourrir et parce qu'elles sont vulnérables aux aléas climatiques. Ce qui se passe en ce moment en Afrique, on a vu les pays, c'est à la fois un épisode de sécheresse qui a commencé il y a déjà 2 ans et qui se... La faute au réchauffement climatique ou bien non, les sécheresses... Il y a toujours eu des sécheresses récurrentes, cycliques en Afrique. Un certain nombre de pays ont appris à se prémunir contre elles. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, on n'a plus ces crises alimentaires du passé. En revanche, ce qui se passe en Afrique de l'Est, c'est que vous avez des pays où la guerre, la malgouvernance, le mépris pour les populations périphériques fait qu'on va laisser des situations d'insuffisance alimentaire se poursuivre jusqu'à ce phénomène collectif et affreux qu'est la famine. Et la famine, souvent, c'est le signe d'un dysfonctionnement politique. La malnutrition, 750 millions de personnes touchées dans le monde, c'est la pauvreté, c'est des techniques agricoles qui ne fonctionnent pas bien, c'est la difficulté d'acheter de la nourriture quand bien même elle existe. La famine, c'est quand on laisse des populations aller jusqu'à la dénutrition, avec la mort des enfants, avec toutes ces images que vous avez montrées qui sont épouvantables. Et on ne peut pas, on sait qu'il y a des excédents agricoles, on ne peut pas massivement intervenir pour Alors résoudre... justement, le problème c'est qu'on produit suffisamment sur la terre pour nourrir chacun d'entre nous. Mais un certain nombre de populations n'ont pas accès à cette alimentation, soit parce qu'elles sont trop pauvres, soit parce qu'elles se trouvent dans des régions où on ne peut pas leur venir en aide. Donc les ONG font ce qu'elles peuvent, le Programme alimentaire mondial fait ce qu'il peut, mais encore faut-il pouvoir accéder à ces populations. Alors dans ce livre, vous expliquez que sans aller jusqu'à la famine, les problèmes de malnutrition, de faim sont à l'origine de tous les bouleversements. Vous expliquez que la guerre en Syrie, l'État islamique, à l'origine, c'est un problème de faim. Pas de famine, mais d'émeute de la faim, quoi. Alors il faut se souvenir qu'en 2007-2008, une trentaine de pays ont connu des crises alimentaires, ce qu'on appelait des émeutes de la faim, parce qu'il y avait eu au niveau mondial une flambée des prix de la nourriture liée à de mauvaises récoltes. Et dans tous ces pays qui sont extrêmement dépendants, l'Afrique du Nord, le Maghreb, le Proche et le Moyen-Orient, le prix de la nourriture conditionne la paix sociale. Donc le printemps arabe et la guerre en Syrie. Mais souvenez-vous, c'était des urbains qui ne s'en sortaient plus et qui disaient maintenant le modèle clientéliste, le modèle redistributeur ne fonctionne plus. Les gens sont descendus dans la rue et évidemment ils avaient d'autres motifs d'insatisfaction, la dictature, la répression. Mais quand un homme mange à sa faim, il est déjà plus tolérant. Et c'est des phénomènes qu'on comprend mal en Europe parce que nous on ne sait plus du tout ce que c'est. Nous avons oublié. La faim, oui. Nous avons oublié qu'après la Seconde Guerre mondiale, la France connaissait la faim. L'espérance de vie ne dépassait pas 60 ans, contre 82 ans aujourd'hui. Il y avait des tickets de rationnement du pain. On offrait l'orange à Noël. Vous vous souvenez pas, on n'était pas nés, mais il faut se rendre compte que nous avons réussi le prodige d'atteindre une sécurité alimentaire tellement réussie que notre alimentation n'est pas chère, elle est de bonne qualité. Et de ce fait, nous en oublions d'être reconnaissants envers ceux qui nous nourrissent. Exactement, c'est ce que vous expliquez dans ce livre. Au lieu d'être reconnaissants vis-à-vis de nos agriculteurs qui nous nourrissent pour pas cher, pas du tout. On voit chez nous, on a oublié le côté fin, enfin le côté nourrissant de l'agriculture. On ne voit que le côté environnement et on accuse nos agriculteurs d'être des pollueurs. Alors nous serions ingrats, mais écoutez, c'est vrai qu'ils consomment beaucoup d'eau, beaucoup de pesticides, nos agriculteurs. On est exigeants avec eux. Alors il faut que vous sachiez que après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'aux années 80-90, il fallait relever le défi alimentaire. Donc on ne s'est pas posé la question des méthodes. On appliquait un calendrier de traitement
Tout simplement parce que quand vous ne traitez pas vos récoltes, vous n'avez pas de récolte. C'est-à-dire que les rendements, par exemple, dans ces pays d'Afrique dont nous venons de parler, sont de moins d'1 tonne à l'hectare. Donc il faut consommer beaucoup de terre et on ne nourrit pas les gens. Donc nos agriculteurs, eh bien, ils ont fait une révolution de l'agriculture, une révolution des semences, une révolution des méthodes, vous avez parlé d'irrigation, une révolution des produits, une révolution des machines, qui leur a permis sur 5% seulement de la superficie agricole mondiale de devenir un très grand exportateur de produits agricoles. Mais est-ce qu'on n'est pas allé trop loin, Sylvie Brunel? Parce qu'aujourd'hui, on sait que ces pesticides sont toxiques et tout le monde ne jure plus que par le bio. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à une agriculture un peu plus traditionnelle pour avoir le meilleur des deux mondes? Alors, le bio est une solution qui est intéressante pour des agriculteurs qui peuvent avoir une garantie de rémunération pour des produits qui généralement... Vous dites que c'est une fausse solution. C'est-à-dire que ça coûte plus cher parce qu'il y a plus de main-d'œuvre et que, du coup, il faut des gens qui puissent payer. Or, la nourriture, elle va sur la terre à ceux qui ont les moyens de payer. En France, il y a 9 millions de personnes qui sont trop pauvres pour acheter de la nourriture. Donc, il est essentiel de conserver à notre agriculture sa compétitivité. Et tant que le bio est une niche, ça va. C'est 6% aujourd'hui des terres agricoles. Encore faut-il que ceux qui se sont convertis au bio reçoivent les primes qu'ils attendent. Ça fait 2 ans qu'ils ne les ont pas reçues. Donc ils sont en difficulté. Mais attendez, je continue sur l'agriculture qu'on appelle à tort conventionnelle. Elle est engagée dans sa transition agroécologique. D'abord parce que les produits de traitement coûtent cher. Ensuite parce que le bio et le conventionnel travaillent ensemble pour expérimenter de nouvelles pistes. Ce qu'on appelle le biocontrôle, ce qu'on appelle le sans-labour, ce qu'on appelle toutes les techniques visant à utiliser par exemple des robots défricheurs, des drones. Mais pour ça, il y a des technologies, etc. Mais sur les pesticides, on sait que la France est le 2e pays européen à consommer le plus de pesticides. Et vous elle est au 9e rang par hectare. Et vous nous dites qu'il faut qu'on arrête de surestimer les ravages de ce pesticide. Vous avez ce chiffre, dans les années 60, il y avait quoi? 4000 morts par intoxication alimentaire. Aujourd'hui, il y a 0 mort. Aujourd'hui, le dernier scandale, c'était les fameux concombres. Enfin, en fait, c'était des... Alors, vous prenez même la défense de ce pesticide que je ne connaissais pas, le fipronil. Alors, pourquoi défendez-vous pourquoi dites-vous que c'est injuste de vouloir interdire le fipronil dans l'agriculture? Non, je dis juste que nous sommes incohérents. Nous voulons à la fois une nourriture saine et sûre et pas chère, et nous voudrions qu'on ne soigne pas les plantes, alors que nous n'hésitons pas à nous soigner quand nous sommes malades. Or, une plante, comme un organisme vivant, est soumise à des attaques. On le voit bien en Afrique, où on envoie les enfants dans les champs pour ramasser les insectes, chasser les rongeurs, etc. Donc, un agriculteur aujourd'hui, il veut bien ne pas employer de produits, il fera des économies. Mais il dit juste, attention, avec le changement climatique, nous allons vers des impasses. La pression parasitaire ne s'est pas ralentie. Et pour employer ces produits que vous appelez les pesticides, les produits de santé des plantes, il faut aujourd'hui avoir un certificat d'utilisation. Il faut un contrôle des pulvérisateurs. C'est très, très contrôlé. Les agriculteurs essaient de faire des chartes de bon voisinage avec les voisins. Ils essaient de tout mettre en œuvre pour produire propre, mais il faut quand même produire. Essayons de comprendre qu'aucune autre profession n'est autant astreinte à des normes, à des contrôles, à de la paperasserie, pour réussir juste à quoi faire? Nous donner notre pain quotidien. Parce que ce fipronil, mais j'explique dans le livre, vous racontez que les agriculteurs n'ont plus le droit de l'utiliser, mais en revanche, on l'utilise sur nos animaux domestiques. Voilà, sur nos chats et nos chiens qu'on caresse en permanence le soir au coin du feu. Et là, ça ne nous gêne pas de... Mais vous savez, quand il y a par exemple le Zika ou la dengue ou le chikungunya, on vaporise. Donc c'est exactement pareil. Il faut rémunérer nos agriculteurs pour les services nourriciers et environnementaux qu'ils nous rendent. La transition agroécologique est à l'œuvre dans les campagnes, mais nous avons oublié d'être reconnaissants à ceux qui nous ont permis de sortir de la faim. Voilà, d'où ce plaidoyer pour nos agriculteurs. C'est aux éditions Buchet-Chastel. Merci beaucoup, Sylvie Brunel. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Cette élection présidentielle sera-t-elle marquée par un nombre record de petits candidats, entre guillemets? Il y a en tout près de plus de 30 postulants pour l'élection présidentielle. Alors pourquoi cette pléthore de candidats? Jusqu'où iront-ils? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Présidentielle, ne les appelez plus les petits.